Merci Christophe. Merci. Ah, et d'ailleurs, il n'y a pas d'objection pour enregistrer? Non, c'est bon. Donc voilà, le Forest Hub, c'est un des 5 projets ciblés du PEPR, donc, qui va durer sur la totalité de la durée du PEPR lui-même, donc 8 ans, et qui a un rôle un peu plus transversal avec les différents projets, donc un rôle finalement de recroiser les résultats qui vont être produits dans les différents projets du PEPR et, et d'essayer, à partir de ces résultats, de définir grosso modo des chemins transformatifs pour notre société. Alors le hub lui-même, on l'a structuré. Donc on est toujours dans la phase de développement du projet. On a on part d'une note conceptuelle qui a été écrite, mais on est toujours dans la phase de développement du projet qui va durer jusqu'en. Enfin, disons que là, on est dans des phases de discussion. À partir de septembre-octobre, ça va être la phase de rédaction du projet. Donc, on est toujours dans cette phase de développement et dans la structuration qu'on a adoptée pour le moment pour le projet ciblé, pour ce projet ciblé. Donc, il y a quatre work packages qui reprennent en fait les 4 thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, un sur les Living Labs, un autre work package sur la prospective, un autre sur les analyses et synthèses, et puis un 4e work package sur la formation. Étant donné qu'on souhaite également que ces work packages, il y ait des actions qui soient communes aux différents work packages, bon, ce qui peut s'y prêter assez naturellement. Si on travaille sur un Living Lab, on peut en même temps faire de la formation, de la prospective, etc. Mais bon, même s'il y aura des actions qui seront communes aux différents work packages, il faut aussi un moment pour développer ces différents axes, découper un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même ce découpage. J'ai pas précisé que ce projet donc, est co-coordonné par le JP Cofort et AgroParisTech. Donc, pour le JIP moi-même et pour AgroParisTech, c'est Maya Leroy donc, qui est là, qui coordonne le projet. Maya, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot pour compléter. Non, ça me va très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Non. Ok, alors ben, on va enchaîner. Alors, on est peut-être un petit peu nombreux pour faire un tour de table, encore que. Ça peut peut-être être pas mal très rapidement. Très rapidement, Parce que peut-être. je crois que nous, on connaît à peu près tout le monde, mais je suis Ouais. pas sûre que tout Alors, le monde. on va faire très rapidement un tour de table. Alors, vous présentez, mais très, très rapidement aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, dans l'ordre que j'ai, il y a Guy Richard. Oui, bonjour, merci Nicolas, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je dirige l'expertise scientifique collective, la prospective et les études à INRAE depuis quelques années. Ok, merci Guy. Ensuite, Marie Blondet. Je mets ma petite caméra, c'est quand même mieux. Bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech sur le campus de Nancy, pas en sciences forestières, mais en anthropologie sociale. Et je suis également vice-présidente du département SIAFE dans lequel je travaille à AgroParisTech. Et dans le Forest Hub, je suis plus particulièrement intéressée par les actions en Living Lab et puis formation. Bon, enfin, entre autres, hein, mais voilà. Merci. Ensuite, Christophe Plomion. Donc, bonjour à tous, co-coordinateur avec Arnaud Sergent du PEPR Forest. Merci. Ensuite, Manuel Nicolas. Oui, bonjour, Manuel Nicolas de l'ONF, responsable du réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers René Cofort. Merci. Ensuite, Audrey Bétinger. Oui, bonjour, je suis donc Audrey Bétinger, je suis chef de projet à la DEPE que Guy dirige. Donc à INRAE. Merci. Ensuite, Corinne Beck. Alors, le micro est fermé. Je suis enseignant-chercheur en histoire de l'environnement et je suis membre du groupe d'histoire des forêts françaises qui est très intéressé par ce projet. C'est à ce titre-là, donc comme pour le précédent webinaire que j'assiste donc à cette séance. Voilà. Merci. Ensuite, Bruno Locatelli. Bonjour, je suis Bruno Locatelli, chercheur au CIRAD, l'unité de recherche forêt et société. Dans le cadre du PEPR, je suis impliqué dans l'élaboration, le développement du projet ciblé numéro 1 sur l'adaptation. Merci. Ensuite, Charlotte Glinel.
Bonjour, je fais de la recherche en sociologie et à Sciences Po actuellement sur la gestion des forêts françaises. C'est juste que j'ai reçu toutes ces invitations et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans les prochaines années dans ce. Merci. Ensuite, Charlotte Michel. Bonjour, donc moi je suis consultante en prospective et concertation et je suis chercheur rattaché au laboratoire de management, des recherches en management de Montpellier, MRM. Et donc j'accompagne Nicolas et Maya depuis quelques temps sur ce projet, notamment sur la prospective. Merci. Ensuite, Frédéric Bonin. Oui, bonjour. Moi, je suis doctorant en sciences de gestion, rattaché au CEREFICH, qui est le laboratoire de sciences de gestion de l'Université de Lorraine, et également l'UMR Silva, donc AgroParisTech et INRAE Nancy. Et là, sur le PC4, je suis notamment intéressé par le volet prospective et puis Living Lab, puisque je fais aussi partie du Foresting Lab avec Marie Planté. Merci. Ensuite, Gaëlle Chevillotte. Bonjour, je suis Gaëlle Chevillotte du cabinet ASCA, qui est un cabinet qui travaille depuis 20 ans sur la prospective. Et alors, c'est pas du tout moi la spécialiste de la prospective, mais je suis là parce que mon collègue ne pouvait pas être là, donc je suis plutôt en observatrice, excusez-moi pour ça. Mais voilà, c'est Xavier Poux, sinon, chez nous, et Jean-Baptiste Nercy qui sont les spécialistes. Ok, merci. Ensuite, Ange. Bonjour, donc Anitra Rakotorisson, donc je suis chargée de recherche en économie et on a déjà fait quelques travaux sur la prospective forêt-bois. Voilà. Ok, merci. Et on a également en fait le baromètre forêt-société comme source d'information potentielle. Voilà. Oui, merci. Ensuite, Yvan Mazel. Bonjour, je suis maître de conférence associé à l'école d'architecture de Grenoble dans l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive. Et on s'intéresse à l'évolution de l'usage du bois dans la construction, notamment en lien avec l'usage du bois local et de la diversité des essences, notamment feuillues. Merci. Bon, alors là, je suis un peu perdu parce que l'ordre a changé, donc je ne sais plus trop où j'en suis. Il y a Nicolas Hervé. Oui, bonjour. Donc c'est Charlotte qui m'a invité à cette réunion hier. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSFEA en sciences de l'éducation et de la formation et je m'intéresse plus précisément à l'intégration d'exercices de prospective en milieu scolaire ou en milieu universitaire, en particulier dans l'enseignement agricole, puisque je travaille au ministère de l'Agriculture, et dans les écoles d'ingénieurs du site toulousain. Okay, merci. Et Pliniociste. Oui, donc Pliniociste, CIRAD, directeur de l'unité Forêt et Société. Merci. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un parce que l'ordre des noms dans ma liste a changé en cours de route, donc je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelqu'un du coup. Oui, je crois que je n'ai pas parlé. Ah, ok, pardon. C'est Jean-Louis Drouet. Oui, donc je me présente. Donc, oui. Bonjour, je suis Jean-Louis Drouet, je suis chercheur à INRAE. Je suis dans le domaine des sciences de l'environnement et j'ai rejoint l'équipe de la DEPE il y a 3 ans pour travailler sur des activités prospectives et plus particulièrement faire partie de l'équipe projet sur une prospective qui vient de se terminer, qui s'appelle Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050. Et sinon, sur le thème des forêts, il y a très longtemps, j'avais travaillé un petit peu sur les forêts au début des années 90, où je m'étais intéressé à l'estimation de la ressource en bois en forêt nantaise à partir d'images satellitaires. Ok. Très bien, ben merci. Ben je vais passer la parole à Guy Richard pour l'introduction de la DEPE. Ouais, merci Nicolas. Donc, juste quelques mots. Donc à la DEPE, on coordonne ces opérations d'expertise ou de prospective au sens large à la demande donc, de la direction générale qui elle-même reçoit des saisines, souvent des ministères en charge de l'agriculture ou de l'écologie ou des agences comme l'ADEME ou l'OFB, mais également parfois en autosaisine ou pour des alliances ou des grands programmes de recherche. Alors, en autosaisine, puisqu'on a les collègues du CIRAD, on a réalisé une prospective ensemble, INRA-CIRAD, qui s'appelait Agrimonterra, sur les questions de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale en fonction de l'usage des sols.
Et puis, comme l'a évoqué Jean-Louis, là récemment, on a restitué une prospective pour un programme de recherche, ce qu'on appelait PPR, qui sont devenus les PEPR. Donc, c'était le PPR cultiver et protéger autrement, et la prospective agriculture sans pesticides. Donc, c'est des projets que l'on conduit sur souvent 2 ans, on y reviendra, et qui peuvent s'appuyer sur différentes méthodologies. Donc, ce matin, c'est Audrey qui va vous exposer quelle est la méthodologie que l'on développe en général à la DEPE. Et puis, elle prendra l'exemple d'une prospective qu'on avait réalisée sur la forêt il y a une quinzaine d'années. C'était celle relative au massif des Landes de Gascogne. Et puis, moi, je conclurai sur comment je vois l'intérêt de ce genre d'approche pour un programme comme un PEPR, et là, pour le PEPR Forest. Voilà. Donc, Audrey, je te passe la parole. Vas-y. Ok, bon, bah alors déjà, je vais vous présenter mon PowerPoint. Donc, normalement, c'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Donc, je vais vous parler un petit peu d'aspects méthodologiques et donc l'exemple qu'a évoqué Guy. Donc, d'un point de vue méthodo, alors pour faire une petite introduction à la prospective, certains d'entre vous sont déjà familiers, mais je rappellerai que c'est un exercice qui s'intéresse à l'évolution future de systèmes complexes, des systèmes sociotechniques, économiques ou écologiques, et qui a pour aussi principe de mettre en discussion de manière structurée les conjectures faites sur ces évolutions possibles. C'est un exercice qui s'appuie sur un agencement méthodique des connaissances et des savoirs relatifs au devenir de la société et des milieux, qui vise à anticiper l'avenir, pas à le prédire, en mettant en œuvre dès aujourd'hui des actions appropriées. Donc, c'est un outil d'aide à la décision publique en ce sens. Il y a différentes méthodes prospectives. On peut utiliser des données de nature variée, quantitatives, qualitatives. L'objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est donc d'anticiper, mais pour anticiper les enjeux, envisager des leviers d'action pour une réponse proactive à des situations problématiques éventuellement, et des situations par exemple de controverses sociales ou scientifiques, des situations de crise environnementale, sociale, économique, à des échelles diverses, que ce soit mondiales, continentales ou régionales, nationales. Donc, c'est un exercice qui répond bien au questionnement interne de la recherche, puisqu'on peut se projeter dans les besoins de recherche associés à ces enjeux, et ou d'acteurs qui souhaitent anticiper un futur incertain, comme je disais, notamment les décideurs politiques pour les politiques publiques. Donc, la méthode qu'on utilise, nous, à la DEPE, le plus souvent, c'est la méthode des scénarios. Effectivement, il a déjà été évoqué un exercice récent, à savoir celui d'agriculture européenne sans pesticides, donc qui a développé plusieurs scénarios à l'horizon 2050, des scénarios qui présentaient différents types d'agriculture sans pesticides. Et puis, un autre exemple auquel je me référais, c'est on a aussi conduit un exercice que j'ai co-coordonné sur les conséquences de la montée du niveau de la mer à l'horizon 2100. Et là encore, on s'est intéressé à des scénarios sur l'adaptation des zones côtières à l'échelle mondiale et avec plusieurs focus territoriaux. Alors, un scénario, qu'est-ce qui fait qu'il est bon, qu'il est de bonne qualité? C'est sa pertinence au regard de la question posée, la transparence de sa construction, la cohérence des hypothèses qui, combinées entre elles, composent ce scénario, et puis la plausibilité au regard de ce qui est connu et anticipé. Donc, je reviendrai un petit peu dans notre conduite méthodologique de ces exercices sur ce qui garantit cette possibilité, à savoir on s'intéresse aux tendances passées et puis on s'appuie surtout sur une solide expertise scientifique. On peut construire soit des scénarios exploratoires, on explore la diversité du champ des possibles, et c'est ce qu'on a fait par exemple dans l'étude sur la montée de la mer, ou alors des scénarios normatifs, c'est-à-dire qu'on
s'intéresse à un futur prédéfini généralement souhaitable, et c'est ce qui a été fait et on construit différentes trajectoires pour arriver à ce futur prédéfini. C'est ce qui a été fait dans l'agriculture européenne sans pesticides, puisque le but, c'est d'arriver à la sortie des pesticides et on explore différentes trajectoires potentielles pour y parvenir. La méthode des scénarios, elle s'appuie sur l'analyse morphologique. C'est une analyse qui est adaptée pour des systèmes multidimensionnels complexes. Alors, derrière ce terme un petit peu compliqué, c'est pas si compliqué. L'analyse morphologique, c'est juste une structuration où on commence par définir le système au travers de ses grandes composantes. Ensuite, on construit des hypothèses d'évolution pour ces différentes composantes. On les rassemble, ces hypothèses, dans une matrice, un tableau morphologique. Vous en verrez un exemple concret à la fin quand je vous présenterai l'exemple sur le massif des Landes. Et en associant les hypothèses entre elles de façon cohérente, les hypothèses des différentes composantes, on construit des scénarios. Voilà, alors pour vous parler de notre méthodo à la DEPE, on commence par instruire le projet, comme l'a dit Guy, bon, il y a une saisine. L'instruction du projet, c'est quand même une phase qui est assez longue, qui prend à peu près 6 mois. Donc, suite à la demande, il y a d'abord une réflexion interne sur la question, est-ce que c'est bien une question de prospective ou est-ce que c'est plutôt pourrait plutôt faire l'objet d'une expertise scientifique collective. On désigne un comité de suivi qui va donc suivre le projet à différentes phases, qui représente l'INRA, un représentant institutionnel de l'INRA, et puis du ou des commanditaires. Ensuite, une équipe projet en interaction régulière avec ce comité de suivi commence par établir une brève revue de la littérature, conduit des auditions ciblées, et en étant comme ça un petit peu plus renseigné sur le sujet, ça permet d'établir un cahier des charges précis et de budgétiser le projet. Ensuite, ça aboutit à à la signature d'une convention entre le ou les commanditaires et la DEPE, voire d'autres organismes. Guy évoquait la prospective Agrimonterra qui avait été conduite avec le CIRAD. Et ensuite, on va désigner un comité d'experts sur lequel je vais revenir. D'abord, je vais vous parler un peu de l'équipe projet, puis après du comité d'experts. Alors, l'équipe projet, il y a des membres de la DEPE, il y a le ou la chef de projet, un ou une chargée de mission qui est en CDD et qui a une mission particulière sur le projet. On s'appuie aussi sur l'aide de nos secrétaires et gestionnaires dans l'unité. Et puis, on associe dans l'équipe projet généralement des personnes hors des EPE, un ou plusieurs scientifiques qui peuvent être INRAE, mais pas obligatoirement. L'équipe projet, elle va, dans la prospective, elle va réaliser la synthèse des connaissances disponibles par revue de la littérature, proposer des analyses rétrospectives des tendances passées sur chacune des composantes du système et formaliser les hypothèses d'évolution des variables qui vont être, si vous voulez, discutées, co-construites par le groupe d'experts, mais la formalisation se fait par l'équipe projet. Elle anime les réunions du groupe de travail, c'est-à-dire le groupe d'experts, et elle rédige surtout l'équipe projet et diffuse l'ensemble des livrables en fin de projet. Alors, le comité d'experts, ce sont des experts scientifiques, INRAE, mais pas seulement, et on associe des parties prenantes pour leur connaissance du terrain, j'ai envie de dire, enfin du sujet. C'est important d'avoir les deux côtés, le côté sciences dures et puis plus les parties prenantes. C'est surtout un comité qui est basé sur la pluridisciplinarité, auquel on accorde une grande liberté d'expression. C'est afin de créer justement des futurs et très exploratoires. Il participe tout au long du projet à la réflexion prospective en dialogue avec l'équipe projet. Il valide la méthodologie et le champ de l'étude avec justement son expertise, à savoir l'horizon temporel qui va être choisi, le ou les territoires qui vont être scrutés, les activités, les acteurs auxquels on va s'intéresser.
Il construit les scénarios à l'aide de cette analyse morphologique dont je vous ai parlé précédemment. Il analyse leurs implications, notamment en termes d'enjeux pour la société, mais aussi en termes d'enjeux scientifiques et de recherche. Par contre, on n'émet pas, et le comité d'experts ni l'équipe projet n'émet de recommandations. On met en débat des futurs possibles, des enjeux futurs. Et comme je vous dis, c'est un outil d'aide à la décision publique. Alors, les différentes étapes pour mener un exercice prospectif de ce type, on commence par définir le périmètre et l'horizon temporel. On construit le système avec ses composantes. Pour chaque composante, donc, on mène une analyse rétrospective sur les dernières décennies. Donc, on regarde les tendances passées, mais aussi est-ce qu'il y a des germes de changement qui pourraient peut-être, on serait peut-être encore à leur balbutiement, mais pourraient prendre plus d'importance et changer les choses dans le futur. Ensuite, donc on formule des hypothèses d'évolution. Alors, j'ai dit pour les variables, mais bon, il faut entendre pour les composantes de ce système. Et on construit ensuite le tableau morphologique à partir duquel on construit les scénarios en associant différentes hypothèses entre elles. Et après, on finalise les scénarios en travaillant le récit associé. Selon les finalités de l'exercice et puis les questions, on peut avoir recours à différentes options, je dirais, pendant l'exercice mené. On peut mettre en place des ateliers thématiques quand on a besoin de faire un focus sur une thématique et qu'on a besoin d'avoir recours à des expertises un peu plus poussées en plus de l'expertise qu'on a au sein du groupe d'experts et on peut travailler à ce moment-là en sous-groupe pour certaines composantes. On peut être amené à quantifier les scénarios en associant de la modélisation, donc tout de suite en associant à l'équipe projet quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine, et puis en prenant en adaptant parfois des modèles existants. Donc Agriptera avait fait appel à de la modélisation, par exemple. On peut être amené à illustrer au niveau territorial des scénarios génériques. Je vous avais dit dans la prospective sur la montée du niveau de la mer, c'est ce qu'on a fait parce que, évidemment, toutes les régions côtières dans le monde ne sont pas exposées aux mêmes risques. Donc, on a fait des focus sur 3 territoires. Et puis, on peut travailler par la méthode dite de backcasting, alors qui correspond, et c'est ce qui a été fait dans l'agriculture européenne sans pesticides. Donc, ça correspond au fait de travailler avec un scénario que j'ai appelé plutôt normatif. Hein, donc, à savoir, on va vers un futur souhaitable, on sait où on veut arriver à l'horizon donné, que ce soit 2050 par exemple, dans l'agriculture européenne sans pesticides, et on travaille à rebours, d'où le terme de backcasting, pour construire à rebours les trajectoires qui pourraient mener à ce futur souhaitable. Notre valorisation, la dissémination des résultats, ça se fait par des livrables, un rapport, ensuite une synthèse de ce rapport, un format court, d'autres publications éventuelles, notamment ça peut être des publications scientifiques, un colloque de restitution qu'on organise et qui permet justement là la mise en débat des résultats. Et puis, on fait aussi des présentations après plus ciblées, alors dans les cercles politiques, scientifiques ou sociétaux. Pour l'exemple si je reviens à la prospective sur la montée de la mer, il y a eu pas mal de présentations dans les territoires littoraux français, par exemple. Ensuite, donc maintenant, je vais vous parler rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, de cette prospective qui avait été menée donc, par la DEPE sur le massif des Landes de Gascogne à l'horizon 2050. Donc, c'était il y a un petit peu moins de 15 ans. Elle a été menée entre 2010 et 2012, donc une dizaine d'années. Donc, ça avait été un processus très participatif. Donc, en partant donc, des connaissances sur ce sujet dans la littérature, il y avait une analyse des tendances d'évolution. Donc, il s'était intéressé
aux dynamiques territoriales, aux filières. Hein. Donc ça va être les composantes du système dont je vous ai parlé, l'économie, les ressources naturelles, le foncier et la gouvernance. 4 scénarios provisoires avaient été à l'issue de tout le déroulé que je vous ai présenté avait été construit et ces scénarios avaient été mis en débat dans les pays avec les acteurs des territoires sous forme de 4 débats. Donc en tout, on a eu dans tout ce processus, donc il y a eu les débats publics et en plus il y a eu 60 auditions d'acteurs. Donc là, ça a été vraiment, quand on s'intéresse à des perspectives comme ça un petit peu ciblées sur les territoires, c'est plus facile aussi de travailler avec les parties prenantes et les acteurs du territoire que si on travaille bien sûr à une échelle globale. Et ça prend tout son intérêt. Donc, suite au débat public, les scénarios ont été finalisés en tenant compte de ce qui était ressorti donc, dans ces discussions et puis présentés dans un colloque de restitution et un rapport, bien sûr, avait été rédigé. Il y a eu des présentations publiques diverses. Donc ça, le fameux tableau morphologique dont je vous parle depuis le début, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez sur la première colonne les composants du système. Je ne vais pas tout détailler, mais ici, c'était les mobilités, les formes d'urbanisation, les dynamiques et configurations spatiales des activités économiques, la filière bois, la forêt, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, les ressources naturelles et les usages sociaux du territoire. Et enfin, vous retrouvez les composantes que je vous ai citées un petit peu avant, sauf que là, c'est un petit peu plus détaillé, la gouvernance et l'organisation territoriale des Landes de Gascogne. Si vous voyez là les 4 couleurs, c'est l'association des hypothèses entre elles, donc, qui forment associées entre elles les 4 scénarios. Une hypothèse par composante. Bon, je ne rentre pas dans le détail. En plus, moi, je n'ai pas été associée, je n'étais même pas à la DEPE à cette époque, donc je ne le connais pas sur le bout des doigts non plus. Mais quand même, je vais vous présenter rapidement les scénarios. En fait, cette diapo, c'est aussi pour vous montrer qu'on s'attache particulièrement à essayer de restituer avec des formes graphiques un petit peu diverses selon les exercices et ce qu'on trouve ce qui s'y prête le mieux à la présentation des résultats. Mais c'est important dans l'exercice prospectif la visualisation des scénarios parce que ça permet de s'approprier rapidement les résultats de l'exercice et c'est quelque chose auquel on est sensible. Et là, alors c'est des corèmes, ce sont des schémas des différents je vais dire acteurs au sens large des scénarios et de leurs relations. Donc le premier scénario, c'était un scénario qui parlait qui se nommait Opportunité et laisser faire. On essaye toujours d'avoir un titre un petit peu catchy, enfin qui en quelques mots traduit les caractéristiques principales du scénario. Donc, c'était une poursuite des tendances à la périurbanisation et une absence de coordination entre acteurs. Donc, vous voyez en noir, alors moi, c'est à une distance qui n'est pas très pratique pour ma vision, les pôles métropolitains. Ensuite, donc on voit Bordeaux et puis j'ai plus le nom, mais c'est Anglette. Il y a un acronyme de 3 villes dans le coin. Il y a une périurbanisation diffuse sur le littoral. Donc ça, ce sont enfin, non, la périurbanisation diffuse, pardon, c'est autour de ces pôles, de ces grandes métropoles. Sur le littoral, on a une urbanisation en chapelet, du rétro-littoral. Et puis, on voit la forêt des Landes donc, qui est définie là par pas une courbe, mais enfin, oui, un trait. Les flèches vertes, c'est une mobilisation de la ressource. En violet, on a une concentration des industries de biomasse. Et puis, donc, une forêt qui est orientée vers la production de biomasse. Ça, c'est les petits points jaunes. Donc, concentration de l'activité et puis forte périurbanisation des métropoles. Alors, le deuxième scénario, ça s'intitule Attractivité et qualité.
Donc là, on part sur un modèle où l'attractivité des territoires littoraux est renforcée et surtout la qualité des produits et des espaces. Donc on a toujours des aires métropolitaines, mais avec beaucoup moins de périurbanisation. Et puis après, au niveau du rétro-littoral, on a différents pôles qui ont chacun leur système. Et dans leur système, il y a à la fois de la production de bois de qualité et puis des industries à haute valeur ajoutée. Et du coup, ça crée une attractivité démographique et économique dans la région. Ensuite, je déplace voilà, les petites photos. On a un scénario qui décrit une grande région, une région européenne en fait, qui associe Toulouse, Bordeaux, toujours cette conurbation, et Bilbao. Donc une grande région européenne et une autosuffisance. Donc une autosuffisance à la fois alimentaire et énergétique. C'est carrément trop petit pour que je lise. Excusez-moi. On a des petits carrés orange avec du violet autour. Ce sont des pôles de production intensive et des plateformes multimodales autour desquelles on a de la forêt biomasse en vert clair. Et puis le reste de la forêt, c'est en production de bois d'œuvre et conservé pour les services écosystémiques. On a toujours donc, ces grands pôles métropolitains avec une couronne de densification. Et puis surtout donc, une organisation de cette région avec des axes de flux de personnes et de marchandises. Donc voilà, une région consolidée et qui diversifie ses activités par rapport à l'utilisation de la forêt. Et enfin, la dernière, c'est un système en mosaïque avec une diversité des différents éléments de la mosaïque. Alors, ces différents territoires et une diversité des filières bois. Donc, on peut avoir un peu tout de façon différente dans chaque bloc. On a des pôles métropolitains qui sont quand même beaucoup. On a toujours les deux, la ville de Bordeaux et puis la conurbation là, qui a Anglette dedans et dont je ne me rappelle plus des autres villes. Je vous prie de m'excuser. Et on a quand même d'autres petites villes qui sont associées à ces territoires. Donc, on a des pôles urbains en réseau au sein de chaque élément de la mosaïque. Donc, vous voyez là ces éléments en pointillés. Il y a un assemblage d'activités au sein de ces différents éléments, des activités économiques liées à la forêt, mais aussi de l'agriculture, puis de la forêt pour ses services écosystémiques, donc en proportions diverses selon les différents éléments. Voilà, donc comme je vous avais dit, je suis désolée, je ne suis pas non plus spécialiste de cette prospective, mais ça vous aura donné un petit peu une idée. Et puis surtout, le rapport, je crois, vous avez été diffusé par mail. Et puis, je rends la parole à Guy pour quelques éléments de conclusion. Merci beaucoup, Audrey. Donc, je voudrais revenir sur 4 points. Ouais. Le premier, la durée. C'est quand même des processus assez longs. On compte environ 2 ans. Comme l'a évoqué André, il y a toute une étape d'instruction qui est vraiment importante pour bien se mettre d'accord sur la question qui est posée à la prospective. Et ça demande toujours un petit peu de temps. Ensuite, c'est un comité d'experts qui réunit des scientifiques et des non-scientifiques, des membres d'associations, des collectivités territoriales, etc. Et il faut que tous ces gens se parlent, se comprennent, acceptent de réfléchir ensemble, mettre sur la table leur dissensus, donc ça prend un certain temps également. Donc vraiment, en deçà de 2 ans, c'est possible, mais c'est quand même très très délicat. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, ça a vraiment un intérêt pour des programmes de recherche, cette activité de prospective. Et là, pour le PPR cultiver et protéger autrement, on a vraiment de très bons retours. Ça permet aux différents projets qui sont financés de se situer dans différentes trajectoires d'évolution. Nicolas a parlé de chemins transformatifs ou des grandes orientations, etc. Donc ça c'est quand même un outil très, très intéressant pour animer la recherche et en particulier un programme. Troisième point, c'est la modélisation. Donc là, on a mis l'accent sur l'aspect narratif de la prospective, mais de plus en plus à la DEPE, on associe le narratif et le quantitatif en mobilisant des modèles de simulation. Alors bien sûr, on est rarement en capacité de simuler l'ensemble d'un scénario.
Mais ceci étant, de plus en plus, on demande d'aller vers la quantification, même si elle est partielle, pour mieux évaluer finalement la faisabilité, le réalisme et la cohérence des scénarios que l'on peut proposer. Et puis, je voudrais revenir enfin sur la question de l'échelle, parce que dans le cas de la forêt, il nous semble qu'il y a peut-être deux voies, mais probablement plusieurs, mais sur lesquelles il faudrait réfléchir. C'est bon, peut-être qu'il y aurait une première option qui serait d'emblée de viser une échelle européenne, les forêts tempérées européennes, avec éventuellement des déclinaisons régionales, comme on peut le faire. Il y a peut-être une autre voie, on peut appeler ça une région emblématique. Par exemple, si on fait des hypothèses sur les changements climatiques, prendre une région devenir celle qui se développe à une plus large échelle. Par exemple, se centrer sur le bassin méditerranéen en disant demain, c'est ces forêts-là peut-être que l'on va retrouver sur de très très grandes surfaces. Voilà. Et donc ça, c'est des réflexions dans le cadre du PEPR qui pourraient être intéressantes à conduire. Voilà, Nicolas, ce que l'on peut dire sur nos activités à la DEPE, sur ces questions de prospective, Nicolas. Je te redonne la main. Merci Guy et Audrey. Alors, il y a déjà des mains qui se lèvent. Bon, peut-être qu'on va enchaîner par un petit moment de discussion. Alors, Plignot. Oui, enfin, j'ai levé la main, mais ça peut attendre. Si tu voulais réagir sur la présentation, là ou... Non, je voulais réagir sur ce que vient de dire Guy sur les échelles. Ouais. Est-ce que, par exemple, une échelle carrément mondiale sur le rôle futur des plantations est envisageable, ou est-ce que c'est beaucoup trop, comment dirais-je, difficile à faire? Ambitieux, je veux dire. Mais l'ambition... non, c'est très difficile à répondre. Je trouve, on a déjà travaillé avec le CIRAD sur l'agriculture. Oui, sur l'agrimonde. Ouais. Donc, c'est jouable. Je ne me rends pas compte, là, je ne suis pas assez spécialiste de la forêt. Moi, je pense que c'est à étudier. Ouais, c'est à étudier. Il n'y a pas à se limiter au départ. C'est quand même plus difficile, hein, c'est clair. Oui, bien sûr. Okay. Bon, mais ça peut s'envisager. Là, il faut se donner les moyens, en revanche, là, pour... il n'y a pas qu'un comité d'experts, quoi. Il faut des comités régionaux. Et bon, donc, c'est une artillerie lourde. Mais c'est possible. Ouais. Ça peut s'instruire. Hein, ça peut s'instruire. Faut pas... J'avais compris qu'on n'était pas à cette échelle-là, mais ça peut s'instruire. Il n'y a pas de problème. On est en lien aussi avec le PEPR Trésode, sur tout ce qui est maladies émergentes, par exemple, qui sont très intéressés par une telle démarche. Mais là, le sujet est également très vaste. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quelle est la maladie, entre guillemets, que l'on pourrait travailler à l'échelle mondiale, mais pas toutes les maladies. La grippe aviaire ou quelque chose comme ça, tu vois. Il faut quand même réduire un peu le périmètre. Merci. Moi, je me demandais sinon, alors de façon un peu plus pragmatique, là, quand vous mobilisez les experts scientifiques et les parties prenantes, c'est sur une base volontaire ou où ils sont, je veux dire, ils sont partenaires du projet. Enfin, comment vous arrivez à mobiliser ces différents acteurs? Est-ce qu'ils ont le même statut dans la prospective? Tu réponds, Audrey, s'il te plaît? Oui, c'est on les mobilise, oui, sur une base volontaire. Ils sont cités évidemment comme ayant participé à ce comité d'expertise. Éventuellement, ils peuvent être amenés à être associés à des publications pour valoriser ce travail. À l'international, c'est un petit peu plus compliqué. On se rend compte que la question se pose éventuellement d'avoir peut-être parfois des incitations financières pour les labos.
parce que bon, voilà, tant qu'on est en France et qu'on est INRAE ou autre PST, ça fait partie des missions de la feuille de route des scientifiques de participer à ce genre d'exercice. Ouais, j'ajoute quelque chose, Audrey. La position des experts est très différente dans une prospective et dans une expertise, justement. Dans une expertise, c'est vraiment les experts qui produisent l'analyse. D'accord? C'est eux qui lisent l'ensemble de la littérature scientifique, etc. Alors que dans une prospective, c'est pas ça. C'est l'équipe projet qui réalise les analyses de tendance, l'analyse de la littérature, etc., et qui va proposer, si vous voulez, sa synthèse au comité d'experts. Le comité d'experts, il va être là, lui, pour valider et puis pour réfléchir sur les hypothèses, les scénarios, etc. C'est quand même une mobilisation moindre des experts dans une prospective que dans une expertise de type expertise scientifique collective, Nicolas. Je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, ok, ça. Oui, il ne rédige pas le rapport. Hein, il ne rédige pas, ouais. C'est quand même très différent. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on peut mobiliser des non-scientifiques. Oui. Ok, alors, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, on aura un temps d'échange. Il y a une question dans le chat de Christophe, là. Oui. C'est les décideurs. Donc, avez-vous une étape de retour? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par une étape de retour, Christophe. Nous, ce qu'a dit Audrey, on met à disposition ces travaux, on les présente au maximum, parce qu'on pense que, évidemment, c'est d'un grand intérêt. Il y a eu beaucoup d'énergie, de moyens qui ont été mis pour réfléchir ces scénarios. Donc, on les présente au maximum. Ensuite, notre commanditaire, là, tu es bien placé en région Aquitaine pour savoir ce qu'il en a fait. Tu es sûrement mieux placé que nous. Donc, nous, on essaie, bien sûr, de savoir. On reste en lien avec ces commanditaires, mais c'est très, très difficile. Je connais moins les conseils régionaux, mais dans les ministères, ça change sans arrêt. Généralement, c'est pas la même personne au début et à la fin déjà. Donc, sur 2-3 ans, ça change. Alors ensuite, dans les 2 ans qui suivent, ça rechange. Donc, on a une vraie difficulté par rapport à ça, Christophe. Ceci étant, on a conduit des évaluations ASIRPA pour certains travaux. Et si tu veux, on sait que c'est des travaux qui marquent quand même le paysage politique, et qui sont utilisés sur une dizaine d'années pour des expertises comme sur les pesticides. Ça marque sur une dizaine d'années. C'est réutilisé dans les ministères sur une dizaine d'années. Après, quel est l'impact précis? C'est très, très difficile à évaluer, surtout pour une prospective, Christophe. Ok, bon. Merci. Alors, de toute façon, on aura une discussion générale tout à l'heure. Voilà Christophe qui revient. On va passer à une présentation qui va rappeler un petit peu, dire où on en est un petit peu dans la prospective, dans le Forest Hub, et le rôle que la prospective pourrait jouer dans le Hub. Alors, Nicolas, je pense que je vais laisser Charlotte le télécharger, parce que je pense que sur les toutes dernières modifs… Ah, ok. Tu peux le télécharger, Charlotte, s'il te plaît? Ok. Je vais peut-être prendre la parole sur le début pour dire un peu comment on avait travaillé sur la proposition du PEPR Forest dans le projet ciblé 4. Pourquoi il y avait cet enjeu très important de la prospective, donc des Future Studies, et la place en fait qu'on attend qu'elle ait pour soutenir aussi l'ensemble du PEPR. Donc, ah oui, j'ai pas la main sur la Je passe les diapos. Voilà. Ok, merci. Donc, en fait, notre projet ciblé 4, qui est un cycle indoutant, qu'il a vraiment un enjeu d'articulation puissant. Et donc, en fait, les prospectives sont une des 4 gros points de ce qu'on a à prendre en charge, qui sont aussi les Living Labs, les dimensions de formation et les synthèses et analyses. Et l'enjeu, c'est que ça s'articule. C'est pas qu'on recrée des silos et que ça s'articule, ces 4 pétales, avec ce que produit le PEPR in itinéré. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi de maturation interne
pour alimenter les axes du programme du travail, donc avec les autres projets ciblés et globalement pour faire avancer le projet de recherche. Donc peut-être la dia suivante. Pardon, je peux pas la... Ouais, voilà. Alors, je vais rappeler les enjeux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix de présenter des prospectives parce qu'on a beaucoup de... Bon, on travaille sur les prospectives. Enfin, il y a plusieurs équipes AMRM en management et des bureaux comme l'IDRI, ASCA, etc. Enfin, disons, il y a un historique du travail sur la prospective. Donc, on n'a pas... Et je n'ai pas donné non plus les éléments de discussion théorique sur les différents champs de recherche de la prospective. Ce n'était pas l'objet. L'objet, c'est d'abord de rappeler en fait les enjeux de la prospective pour Forest. On a donc en fait 3 enjeux clés qu'on avait mis en avant, c'est-à-dire explorer les scénarios sur l'avenir à moyen et long terme, des forêts pour la transition, sachant qu'on sait qu'il y a des diversités de trajectoires possibles, qu'il peut y avoir des trajectoires de rupture avec des futures alternatives qui ne sont pas forcément claires. On peut avoir des signaux faibles qui pourraient s'amplifier, que ce soit sur la fragilité écologique des forêts, que ce soit sur les choix sociétaux d'aller vers d'autres enjeux d'usage de ces territoires, que ce soit, enfin voilà, on est quand même dans une fragilité et des vrais enjeux de potentiel de changement de trajectoire et de rupture. Donc, le deuxième point, c'est nourrir les débats sur ces futurs possibles. Non, pardon. Non. C'est la suite d'avant. Ouais. Le deuxième point, c'est nourrir les débats sur ces futurs possibles et les orientations politiques, techniques et de recherche qui les accompagnent à différentes échelles de l'action. Donc, à différentes échelles de l'action, ça veut dire dans un processus qu'on sait devoir emboîter parce qu'on a le territoire métropolitain et l'enjeu Europe, mais on a les DROMCOM, et les DROMCOM, c'est le territoire français aussi pour les enjeux de politique publique en lien avec le champ à l'international. Donc, même si on peut centrer sur Métropole Europe, il n'est pas question en fait de ne pas articuler au moins à certains volets de l'international qui seraient très déterminants, hein, y compris parce qu'il y aurait un changement des imports-exports, des commodities, on pourrait parler du soja ou autre. Bref, donc on a un vrai enjeu d'emboîtement sur ce travail pour nourrir les débats et aussi aider aux négociations. Et puis, on a aussi l'enjeu de développer et d'organiser tout au long du projet une réflexion stratégique collective du projet sur les orientations du programme, l'articulation des résultats de recherche qui s'y produisent, les leçons à tirer sur les stratégies et les politiques de gestion forestière telles que avancent les analyses et les évolutions institutionnelles et organisationnelles à mener. Donc, en fait, je rappelais aussi que l'utilité et le caractère un peu probant des prospectives, hein, ça s'appuie toujours sur 2 piliers, c'est la qualité du travail d'élaboration des conjectures et la qualité des forums de débat critique sur ces conjectures. Donc ça va être 2 enjeux d'action clés qu'on veut voir se déployer sur ce volet du PC4 et donc avec une forte mobilisation aussi bien des chercheurs que des experts et des profanes parties prenantes des dispositifs. Alors, dia qui suit. OK, donc pour l'instant, et c'était un peu dans ce sens-là qu'avait été déjà fait la formulation du projet, il y a 4 axes qui paraissent essentiels en fait à déployer. Il y a un premier axe qui va aussi nous aider à comprendre et à explorer les angles faibles ou morts des prospectives sur les forêts qui peuvent déjà exister. Il y a donc un travail sur les prospectives existantes, ex post, qui doit aussi aider à évaluer les prospectives en termes de résultats. Il y a des travaux de recherche actuels sur pourquoi ça vaut la peine de travailler sur des évaluations de prospectives. Et ça va aider aussi à digérer de quoi on parle, sur quoi on est, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a un deuxième point essentiel qu'on doit travailler en interne du PEPR, c'est déjà aussi analyser les modèles en cours d'élaboration itinéraire en termes des futurs projetés, de la valorisation des dialogues entre chercheurs au sein du programme Forest et dans des enjeux aussi d'avenir identifiés avec des lacunes disciplinaires où là, on peut associer donc des comités d'experts et de chercheurs, mais qui est surtout aussi en interne pour identifier quels vont être les lancements d'appels à ANR sur des manques
qu'il pourrait avoir pour justement produire l'intelligence de ces prospectives. On peut très bien avoir des points durs sur lesquels je laisserai Charlotte continuer. Sur l'axe 2, c'est vraiment l'animation du dialogue interdisciplinaire, donc là où on ouvre avec les historiens, avec les SHS, avec beaucoup plus lourdement que sur l'axe 1. L'axe 1, en plus, c'est le processus pour démarrer, ça a été dit aussi par la DEPE, on ne peut pas lancer des prospectives sans avoir aussi un démarrage, un travail de démarrage sur une année très puissant sur ça. Et le point de l'axe 1.2, on peut aussi le continuer in itinéré. Donc l'axe 2, c'est vraiment animer ces dialogues interdisciplinaires de chercheurs sur les prospectives pour l'avenir des forêts, dans les constructions de scénarios et de nourrir les débats. Sur l'axe 3, c'est vraiment associer et conduire un travail prospectif sur les territoires et en particulier avec 2 ou 3 des Living Labs du programme PEPR pour qu'on ait aussi des constructions et de la nourriture des débats à ces échelles-là. Et l'axe 4, c'est s'assurer que les prospectives peuvent aussi être ciblées sur des points faibles et donc qui pourraient aussi apporter des éléments normatifs qui fait qu'on va s'assurer qu'on travaille sur les points de controverse, sur les points de vision, d'hypothèse, sur les données manquantes ou pas, qui ferait que sur des territoires en conflit, de lutte, etc., on puisse aussi faire que la prospective apporte, nourrisse les débats et aide à la négociation. Voilà, donc ça c'est les 4 axes, je vais laisser Charlotte les expliciter. Merci Maya. Bon, n'hésite pas à réintervenir. Donc, le premier axe qu'on a senti important, c'était de venir nourrir assez rapidement en fait les appels à ANR en utilisant donc les prospectives qu'on a commencé à identifier, que ce soit des prospectives sur la forêt ou des prospectives qui parlent de la forêt. Donc, on en a identifié, bon, elles sont très petites, l'idée, c'est pas que vous regardiez ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous dire qu'on avait commencé à identifier et Nicolas avait fait aussi ce travail-là. Ce qu'on peut voir très rapidement dans ces prospectives, c'est qu'il y a toujours un axe, une question prévalente qui fait qu'on va organiser le modèle, le système forestier d'une certaine façon, que ce soit sur le changement climatique. Est-ce que la forêt, voilà, est-ce que c'est juste un stock de carbone? Est-ce que c'est des mètres cubes de bois qu'on va transformer? Est-ce que c'est un module de la biodiversité, etc. Mais on voit effectivement à travers ces premiers travaux qu'il y a des orientations très fortes sur la façon dont on va orienter la prospective sur des fonctions, des fonctionnalités de la forêt. Et pour le moment, on n'a pas encore identifié voilà, quelque chose qui serait… on parle de la multifonctionnalité de la forêt, mais quand même, ces prospectives, elles prennent une direction très thématique et elles utilisent 1 ou 2 fonctions de la forêt et elles ne sont pas très globales pour le moment. Mais il se peut qu'on n'ait pas tout vu. Donc, on voit bien que chacune de ces prospectives ont une vision spécifique des futurs et de la forêt. Donc, ça c'est bien de les réinterroger en regardant dans quelle direction elles sont parties. Et ce qu'elles nous disent sur la forêt, effectivement, et versus ce qu'elles ne disent pas ou les fonctions qui sont effectivement peu valorisées ou des fonctions qu'on n'aurait pas encore identifiées. Ça, c'est aussi le travail de la prospective, de travailler sur les signaux faibles, c'est-à-dire se dire… Aujourd'hui, enfin, il y a 30 ans, on ne parlait pas forêt, stock de carbone ou je ne sais pas quoi, on ne parlait pas beaucoup de changement climatique. Voilà, maintenant, on voit que les prospectives sur la forêt, elles s'axent beaucoup là-dessus. Donc, on peut aussi faire un travail, et c'est vraiment important pour nous de dire, et dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être quoi les grandes fonctions de la forêt qu'elles vont porter, et il faut s'y préparer, puisqu'effectivement, les chercheurs, ils doivent aussi commencer à s'équiper, ou il y a peut-être des chercheurs qui travaillent déjà dessus et qui ne sont pas encore très visibles dans le monde qu'on a pour l'instant réuni. Donc, pour nous, ce qui est très, très important, c'est que finalement, quand on fait de la prospective sur une forêt, on construit un modèle, un système, c'est un modèle, c'est-à-dire on se donne une représentation de la forêt avec des variables, comme on vient de le décrire. Et ce qui est important aussi, c'est que dans la construction de ces modèles, de ces systèmes, on s'appuie sur des études historiques, parce que la façon dont on considérait la forêt à la fin du 19e ou au début, etc., c'était pas du tout la même que celle qu'on se représente aujourd'hui. Il y a toute une histoire sur le corps forestier qui est vraiment importante, qui nous dit des choses vraiment très, très importantes sur ce que c'était la forêt ou comment on l'imaginait. Et effectivement, c'est la forêt qu'on a conduit il y a 100 ans, qu'on hérite aujourd'hui. Donc, c'est quand même très, très important de s'appuyer sur ces travaux-là. Et des travaux anthropologiques, parce qu'ils vont nous montrer effectivement que chaque société a une façon
de construire sa forêt et surtout d'y donner des fonctions vraiment particulières. Et ça, il faut aussi enrichir nos modèles de ces regards transverses dans le temps et dans l'espace. Et de fait, il nous semble vraiment important de commencer par faire un travail d'évaluation de l'ensemble de ces perspectives. Donc ça, c'était pour l'axe 1 et c'est un travail qu'il faudrait mener assez vite puisque les dépôts d'ANR, ça va être déjà 2024. Ensuite, donc, ce qui serait intéressant, c'est de reprendre aussi en interne sur chacun des PC, voir comment, pour nourrir cet axe-là, voir comment chaque axe a sa propre représentation aussi de la forêt. Vous savez très bien que quand on fait un modèle numérique, on construit un modèle de forêt, on va dire, voilà, déjà on choisit une échelle, on va regarder quels êtres on met dedans, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a pas mal de discussions là sur quel horizon temporel, ça aussi, ça veut dire dans les 4 axes que Maya a exposés, on va travailler sur des horizons temporels différents. Donc ça peut être 2030 parce qu'il y en a qui considèrent que voilà, il y a des enjeux d'ici 10 ans. Ça peut être 2050 ou 2100 parce que c'est peut-être à ces échelles-là qu'on va avoir plus l'impact climatique. La forêt a ses propres rythmes, peut-être qui s'accélèrent, hein, parce on risque d'avoir des ruptures fortes assez rapidement, ce qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 30 ans. Hein, si je parlais de grands événements, de grands incendies, etc. Ça peut arriver très très vite, on n'est pas obligé d'attendre 50 ans. Donc effectivement, il va falloir jouer sur ces horizons temporels et les définir en fonction de chacun des sujets qu'on va aborder. Donc ces sujets, ils vont sortir des enjeux qu'on aura identifiés, des enjeux qui ont déjà été identifiés et faire ce travail exploratoire aussi sur les enjeux qui pourraient advenir. Donc ça, c'est vraiment un travail de brainstorming assez ouvert et il va falloir probablement aller chercher pas que des acteurs forestiers, pas que des experts. Il va falloir peut-être aller chercher des forums beaucoup plus hybrides, des gens qui savent identifier ces signaux faibles. Alors, à quelles échelles? On a vu, il peut y avoir effectivement à l'échelle du massif forestier, à l'échelle nationale, européenne, mais il va falloir aussi s'inscrire probablement à une échelle internationale, notamment si on veut lire les histoires des marchés, de filières, ça paraît évident, mais aussi si on veut lire aussi l'impact, je dis comme ça de façon exploratoire, mais l'impact de la forêt sur le climat, on commence à voir que les grands massifs forestiers ont un impact, ont un rôle à jouer, pas que en stock de carbone, mais vont influencer aussi le climat par le cycle de l'eau, etc. Donc là, il va falloir travailler sur des échelles beaucoup plus internationales. Donc la question, c'est de savoir, parce que la prospective, vous l'avez vu dans notre introduction là, on peut vraiment l'utiliser pour plein de sujets différents. Il va falloir se définir c'est quoi les hypothèses qu'on va explorer, savoir si la forêt est là pour stocker du carbone, combien elle peut en stocker et quel va être son rôle par rapport à ça. Ça peut être, c'est des projets, des prospectives qui ont déjà été menées. Il faut qu'on regarde les hypothèses qui ont été sous-explorées ou pas suffisamment explorées. Il faudra regarder les ruptures qui ont été étudiées et les ruptures qui n'ont pas forcément été très très bien éclairées ou qui ont été carrément écartées pour le moment. Donc ça va nous permettre effectivement de définir un ensemble de lacunes disciplinaires et aussi de champs qui ont été bien investis, donc un peu les angles forts et les angles faibles, ou voire les angles aveugles pour l'instant qui ont été développés, et construire un peu des correspondances entre nos angles forts et puis voir ces angles faibles qu'il va falloir éclaircir et dans lesquels on pourra lancer effectivement des projets d'ANR par la suite. Alors, je passe au diapo d'après, si j'y arrive. Alors, sur l'axe 2, donc là, c'est l'axe qui pourrait être conduit, enfin, que le hub va conduire sur les 8 ans du projet, hein, c'est-à-dire la prospective, elle est tout à fait à même d'animer un dialogue transdisciplinaire. Donc pour explorer collectivement les enjeux qu'on a identifiés, qu'on pourra explorer, etc., et voir comment les projets nourrissent, explicitent, éclaircissent ces enjeux, et du coup créer des synergies, accepter aussi une critique entre les pans des recherches,
il faudra une forme de levée des tabous, c'est-à-dire pouvoir vraiment poser des questions et travailler sur nos angles morts et voir comment, si on part sur des hypothèses complètement différentes ou sur des hypothèses qui plutôt se renforcent. Voilà. Et puis confronter ces hypothèses avec des non-experts. Ça, je pense que c'est vraiment important. Hein. Aujourd'hui, on est face à quand même des citoyens qui s'attachent beaucoup à la forêt. Il y a des acteurs locaux, il y a des communes, il y a un certain nombre d'acteurs qui gèrent les forêts, qui s'investissent dans les forêts, qui se posent pas mal de questions. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on ait une grande porosité, à pas faire que de la prospective experte. Qu'on descende au niveau des communes, des assos, des citoyens, alors pas forcément systématiquement, mais qu'il y ait à des moments donnés probablement ce travail de critique aussi de nos productions au regard d'acteurs qui sont investis concrètement sur le terrain. Donc tout ça, effectivement, ça va nous amener, évidemment, le scénario, les récits, c'est quand même la prospective qui est la plus facile à mettre en débat, c'est une de ses vertus. Puisque bon, il faut qu'on puisse lire ou les faire lire, mais c'est avec ces matériaux-là qui sont plus faciles que juste des sorties de modèles qui sont peut-être plus compliquées. Mais il y a aussi, bien sûr, comme on l'a dit en introduction, la prospective, elle se nourrit des modèles, elle produit des données d'entrée dans les modèles. Les modèles sont aussi des supports pour construire la prospective. Par contre, il faudra qu'on soit vigilant, c'est-à-dire que si c'est le modèle qui construit la prospective, c'est le modèle qui impose les hypothèses avec ce qui est à l'entrée du modèle. Donc, ça veut dire que si on part sur des récits très qualitatifs, à la fin, il faut quand même alimenter l'entrée du modèle avec des chiffres et un certain nombre de variables identifiées. Donc, ça appauvrit très largement les scénarios. Et sinon, si c'est nos modèles qui viennent expliciter des morceaux de scénario, donc tout ça, ça se construit aussi, c'est-à-dire que dans la sortie des scénarios, il faut s'assurer que le modèle est en capacité d'illustrer ces morceaux et qu'il n'y a pas d'incompatibilité d'hypothèses en amont. Alors, axe 3, j'essaye de passer les diapos. Alors, l'idée aussi, c'est pour se rapprocher du terrain, d'utiliser les Living Labs qui vont être associés au projet. Donc, puisqu'il y aura déjà la constitution d'un forum d'experts et d'acteurs sur soit des forêts identifiées, soit sur des thèmes. Donc, l'idée, c'est que de pouvoir déjà regarder comment la prospective va notamment nourrir la concertation, mais aussi l'innovation. Voilà, donc dans l'innovation, il y a toujours une phase un peu imaginative, créative, etc. Et la prospective, elle est tout à fait outillée pour faire ça. Donc, l'idée, ça serait d'outiller 2 ou 3 Living Labs avec une démarche de prospective. On va articuler des données à la fois empiriques et scientifiques, qualitatives et quantitatives, analytiques, mais aussi des formes plus inspirées, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent relever aussi de personnes qui ont des récits qui ne sont pas forcément très analytiques. Donc ça, c'est important. C'est eux qui vont probablement nous amener à changer un peu de paradigme de la façon dont on va voir la forêt. Donc, il faudra probablement promouvoir ces formes artistiques, créatives, pour nous sortir un petit peu de nos marges, de notre zone de sécurité. C'est ça qui, dans la prospective aussi, permet d'avancer. Voilà sur l'axe 3. Alors, j'ai toujours du mal à passer ces diapos. Axe 4. Donc, comme Maya l'a introduit aussi, la prospective, elle va nous aider à éclairer les controverses. Donc, soit des controverses en interne entre des équipes de recherche, parce qu'on n'a pas les mêmes hypothèses ou les mêmes visions de la forêt, mais aussi des controverses très concrètement qui ont lieu sur le territoire, hein, sur la façon dont on va exploiter la forêt. Donc, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de voir dans ces controverses de terrain auxquelles on se confronte, comment les acteurs mobilisent des hypothèses sur l'avenir, comment eux-mêmes construisent leur vision sur la forêt, comment on peut croiser ces visions, donc forcément en prenant un petit peu de recul, hein, on ne va pas se mettre au milieu du feu. On peut exploiter aussi des conflits qui sont terminés, aller voir qu'est-ce qui s'est confronté sur le terrain comme vision et comment s'est mobilisée la donnée et l'évolution de la forêt par rapport à ça.
on va forcément identifier des points faibles de nos prospectives et au regard de cette confrontation au terrain, et de voir aussi comment nos points faibles participent aussi à ces controverses. Voilà, enfin, donc tout ce travail aussi sur les autres formes d'attachement, d'intérêt individuel, collectif, des collectifs qui sont en train de se monter sur les forêts, les visions aussi alternatives sur la façon de traiter la forêt, comment ça s'articule avec notre culture aussi de gestion forestière. Ça sera un terrain où la prospective pourra nous aider aussi, et ça va nourrir, ces éléments de terrain vont aussi nourrir et mettre en critique aussi les prospectives qu'on pourra écrire dans les autres axes. Et du coup, il faudra aussi un petit peu, ça nous permettra d'identifier ces espaces de lutte, mais aussi anticiper les futurs espaces de lutte. Pas pour prédire, hein, comme on disait, mais bon, pour voir comment on s'y prépare et qu'est-ce qu'elle nous révèle aussi. Hein, toujours, le conflit est une forme de révélation, d'évolution, qu'elle soit sociale ou écologique ou politique. Voilà. Je passe le diapo d'après. En termes de livrables, donc on peut, bon, bien sûr, on l'a été dit, hein, des rapports, des synthèses, des fiches de synthèse par variable, des fiches de synthèse par méthode, donc ça c'est le travail qu'on sait faire. Les prospectives, elles sont là pour nourrir du débat, donc c'est bien d'avoir des supports qui se prêtent à ce que les débats perdurent au-delà du processus, enfin, des scènes que nous on aura organisées, il faut qu'elles puissent se diffuser dans d'autres scènes, donc il faut des supports pour produire ce débat. On peut avoir aussi des productions annexes sur des formes variées qui soient plus accessibles pour un public plus large. Donc, ça peut être des films, ça peut être des BD, ça peut être des formes de production artistique, voilà, qui vont rendre nos scénarios parfois, bon, c'est un peu lourd les rapports, c'est pas toujours accessible pour tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir ces productions-là. Bien sûr, des articles scientifiques, et puis des supports et des modules de formation. Hein, on n'oublie pas qu'il y a aussi un des axes du hub, c'est la formation. Donc la prospective, elle est vraiment très intéressante pour former voilà, les futurs professionnels de la forêt, les futurs professionnels dans le monde de la biodiversité aussi. Et donc, comme on en a fait déjà nous-mêmes avec Maya, mais il y a d'autres, voilà, Nicolas Hervé qui est aussi là-dessus, donc pourra aussi témoigner que ce sont des super outils de formation. Voilà, j'en ai terminé. J'entends personne. Merci. C'est un grand silence. Je suis désolée. C'est toujours troublant. Ok, bon, on a eu la présentation de la méthode de DEPE et puis donc ta présentation qui rappelle un petit peu ce qu'on attend de la prospective dans le Forest Hub. Donc je pense que maintenant on peut avoir une discussion un peu générale. Je précise aussi qu'il y avait eu des fiches de manifestation d'intérêt qui a été remontées à travers le Nextcloud, et il y en avait plusieurs qui faisaient référence aussi à la prospective dans ces manifestations d'intérêt. Alors notamment, alors je ne sais pas si non, il y avait Jens Appildrup, mais je vois qu'il est pas là aujourd'hui, qui avait une fiche sur le coût d'opportunité du rewilding, le réensauvagement, comme on dit en français, ouais, des forêts, et dans lequel, alors lui, il voulait en fait pas forcément contribuer à la prospective, mais utiliser la prospective comme input pour son travail. Il y avait aussi Marik, qui l'avait mentionné dans la proposition sur le collectif d'acteurs alternatifs. Également Sandrine Breto-Amores sur alors en lien avec le Living Lab sur les Landes de Gascogne, où il pourrait avoir un lien avec la prospective. Également Yvan Mazel sur la proposition sur le bois pour rénover. Et puis Michael, alors c'était la même proposition en fait que Marik, je pense, Michael Richetti. Oui. Voilà, alors est-ce qu'il y a déjà des réactions, des questions sur la présentation de Charlotte? Il y a pas mal de commentaires
dans la colonne, hein. Dans le chat. Oui, pour les prospectives internationales, je suis tout à fait d'accord, hein. Il faudra aussi faire une biblio des prospectives internationales, voir comment, voilà, c'est tout à fait comment elles vont nous nourrir, en termes de soit par les scénarios qu'elles ont produits, soit la façon dont elles ont été conçues, tout à fait, hein. Et elles vont faire remonter aussi probablement d'autres enjeux. Donc, Ouais, peut-être un premier élément de discussion, c'est la temporalité des scénarios. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces deux présentations très, très éclairantes. Donc, vous avez pointé 2050 et 2100 comme horizon, hein, en gros, une France métropolitaine à 3 puis 4 degrés. Donc, avec des conséquences incroyables sur les écosystèmes et le socio-écosystème forestier. Mais je pense qu'on pourrait discuter d'un horizon de temps un peu plus proche, puisque là, on se situe sur un point de basculement. Et ça, c'est quand même pas anodin. La vitesse un peu nous rattrape. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis, hein. Là, si on projette linéairement, alors bien que les écosystèmes ne réagissent pas linéairement, mais si on projette linéairement les tendances actuelles, la forêt en 2026-2030, c'est une source de carbone. C'est plus un puits. Donc, il y avait ce point qui me paraissait important. Et puis, par rapport aux stratégies nationales, comment on peut situer des perspectives sur les forêts? Bon, je pense notamment à la nouvelle stratégie nationale bas carbone. Est-ce que eux aussi s'appuient sur des perspectives pour les échafauder, et comment on peut interagir voilà, dans ce processus? Ok. Alors peut-être sur l'horizon de temps, enfin, si je peux réagir là. Je t'en prie, ouais, je compléterai éventuellement aussi sur certains points. Ouais. Ouais. Effectivement, les choses s'accélèrent, mais en même temps, les scénarios qu'on peut imaginer, et alors en particulier si on utilise un petit peu des modèles, enfin toutes les limites qu'il peut y avoir dans la modélisation, hein, on se rend compte que ce à quoi on peut arriver dépend aussi de l'horizon de temps dans lequel on se projette. Alors là, je pense en particulier par exemple à l'étude qui a été faite par INRAE et l'IGN, donc avec un horizon de temps de 2050. Et en fait, on se rendait compte qu'avec si on reste sur un horizon de temps assez court, on peut arriver à des solutions. Alors là c'est très basé sur les modèles, hein, donc avec toutes les. Je prends beaucoup de pincettes, hein, parce qu'avec toutes les limites liées au modèle. Si on passe sur un horizon de temps très court, on arrive à des scénarios un peu optimaux qui sont de continuer à stocker de la biomasse dans la forêt sur pied, parce qu'à ces horizons très courts, tu disais, oui, à 2030, ça bascule, mais on avait encore un bénéfice de stockage sur pied. Par contre, si on part sur des horizons de temps beaucoup plus longs, là, on va avoir vraiment la bascule qui va se produire, la forêt qui va basculer vers quelque chose, une source d'émission. Et là, on arrive sur des scénarios qui sont complètement différents. Et c'est vachement important en particulier quand on discute sur le rôle que la forêt pourrait jouer dans l'atténuation du changement climatique, où on se rend compte que selon l'horizon de temps auquel on se projette, on a des résultats qui sont des fois complètement opposés, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être garder quand même, moi je pense qu'il faudrait garder quand même un horizon de temps assez long pour intégrer en fait les conséquences d'une bascule qui aurait lieu entre-temps, quoi. Peut-être, en fait, je peux aussi rebondir dessus. En fait, dans un travail qu'on fait où on articule la négociation à la prospective, on montre effectivement pourquoi le différentiel de la prospective fait que les gens négocient pas pareil quand ils sont sur le court terme et le long terme, en fait, hein. Ça déstresse aussi les tensions et les rapports de pouvoir qui peuvent s'exercer parfois sur le court terme, que ce soit pour des aménagements, que ce soit... Donc, néanmoins, c'est vrai que j'entends que
c'est sûr qu'à 2030, il y a aussi des accélérations. Il y a probablement peut-être aussi un court terme à regarder, mais je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, ne pas avoir du court et du long. C'est pas possible si on veut faire un travail vraiment intéressant en prospective. Et comme le dit Nicolas, je pense que sur le long terme, on peut vraiment avoir d'autres façons de se projeter et de travailler sur les modèles. La question qui va se poser aussi, c'est que les gens qui modélisent sur des données écologiques ou sur des données ou qui travaillent sur de l'enquête pour les sciences sociales avec lesquelles on va travailler, quel travail aussi ils vont faire. C'est-à-dire que pour ces différentes prospectives, il faut qu'on puisse aussi avoir de la donnée et du travail et de l'entretien. Voilà. Donc, en fait, les matériaux, c'est pour ça qu'on a dit que c'était très important qu'on puisse éventuellement lancer des appels à NR sur des points faibles, parce qu'on sent que sur certains points, on va aussi avoir des soucis de la donnée et du travail pour travailler sur ces différents scénarios. Donc, comment on met en musique pour être en travail sur ces différentes échelles. Donc, probablement, c'est dans la phase 1 là, du travail de la prospective où toutes ces questions vont devoir être travaillées à fond, inter-projets ciblés de Forest, et y compris avec éventuellement aussi des experts externes. On voit que, bon, on a pas mal de sciences sociales qui sont venues sur le PC4, mais on a quand même des manques sur les SHS. On sait que quand même, donc on est très content là d'avoir des historiens avec nous, parce que le travail aussi rétrospectif sur et les usages des forêts nous dit aussi beaucoup sur les tempos. Mais voilà, il va falloir quand même qu'on construise un vrai comité de travail pour faire aussi ces choix, en fait. Donc, je pense qu'on n'aura pas une réponse immédiate tout de suite. Il y a un avantage à avoir du court et du long, il faut avoir les deux. Et effectivement, peut-être 2050, c'est déjà un peu trop long. Peut-être il faudrait faire 2030 et 2000. Voilà. Mais il faut voir aussi comment, en fonction de ce que tout le monde cale, ses modèles, ses entretiens. Voilà, on va pas le faire avec une baguette magique. C'est un travail de recherche, en fait. Donc, il faut quand même le temps de lancer le truc et de le faire sérieusement avec les chercheurs aussi un peu spécialisés sur ces questions, quoi. Et puis après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. On n'a pas encore eu le temps. Là, ça fait partie aussi du travail de recherche. On a fait un premier rappel un peu général, si tu veux, des données qu'on peut avoir, mais il y a probablement plusieurs thématiques pour lesquelles on va trouver soit de la prospective, soit des éléments de prospective. Donc, tu as tout à fait raison sur la stratégie bas carbone, probablement sur la stratégie de lutte contre la déforestation importée, on va aussi avoir de la donnée, probablement sur les gens qui travaillent aussi en biodive. Voilà, donc on n'a pas fini l'exploration de ce qui existe et avec qui il faut se mettre en travail, y compris les autres PEPR. Donc ça, on ne l'a pas noté, mais ça fait partie aussi de cette phase de l'axe 1, qui va quand même demander un gros boulot dont on poussera en interne et pour lesquels il faudra des responsables sur ce work package, quoi. Ange, pour poursuivre les échanges sur les deux choix un petit peu sur lequel on devrait réfléchir, en fait, sur l'aspect spatial. Donc, la première présentation tout à l'heure envisageait l'échelle européenne. Je ne sais pas si on a les moyens et le temps de le faire, mais pour moi, il me semble, en tout cas, l'échelle la plus importante, c'est la partie, en fait, un petit peu régionale, c'est-à-dire intermédiaire entre le national et puis quand même pas forcément trop territorial non plus, parce que sinon on va se faire, ça va nous prendre trop de temps. Mais réfléchir en tout cas, peut-être les échelles des SER, par exemple, parce que 2-3 Living Lab, ça va peut-être pas, ça va faire des jaloux. Effectivement, on n'a pas été étudié et qu'est-ce qui se passe chez nous, etc. Donc, à voir dans la faisabilité. Et puis, toujours sur l'aspect spatial, on a en fait des demandes des dom-tom, en tout cas, qu'ils se sentent exclus ou oubliés des travaux toujours orientés sur France métropolitaine. Donc, voilà, question ouverte. Et sur l'aspect temporel,
Je me demande vraiment, en fait, sur la date de réalisation de la prospective. Donc, ce qui a été exposé tout à l'heure, c'est une durée de 2 ans. Est-ce qu'on a intérêt, en fait, à attendre que les autres projets ciblés, multirisques, monitoring, aient suffisamment, du coup, de matériaux pour servir à la prospective, et dans ce cas-là, on décale cette réalisation, enfin plutôt 2027, enfin plutôt vers la fin, ou alors il faut le lancer immédiatement et considérer que on peut encore agir sur l'échelle temporelle 2030, en sachant qu'il y a plein d'aspects politiques qui sont déjà définis. Donc, France Relance 2030, par exemple, on sait à peu près ce qui va nous arriver. Voilà mes 2 remarques à ce stade-là. Et puis peut-être pour terminer, parce que comme ça au moins c'est fait, donc j'aime bien le terme de angle mort des prospectives existantes. Donc effectivement, l'aspect social a peu été vraiment creusé sous l'angle à la fois donc social interne à la filière bois. Donc par exemple, voilà les ETF sont peu présents dans les grands exercices de prospective de la filière forêt-bois. Il faut des gens pour travailler le bois, et qu'est-ce qu'il en est exactement, ce qui va se passer dans le futur. Et puis, voilà, la société en général, les gens contre les coupes de bois, par exemple, ça a été peu abordé, tout comme la demande de naturalisation, etc. Charlotte, tu veux peut-être faire une première réponse et puis peut-être aussi Oui. d'autres compléteront. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a des voilà, dans vos questions, ce que j'entends, c'est qu'on vous donne l'impression qu'il y aura une prospective avec des scénarios et un horizon temporel. Je pense que nous, on l'a pas du tout conçu comme ça. Il y a une attitude prospective dans ce projet qui va se décliner en plusieurs prospectives concrètes. Certaines vont construire des scénarios. Certaines, ça sera peut-être juste du débat entre experts. D'autres, ça va être des résultats de modèles. Je pense qu'il faut garder par contre une continuité dans cette attitude prospective qui, elle, va rassembler tous ces travaux et nourrir ce qu'on appelait l'axe 2, c'est-à-dire nourrir. Mais on va effectivement, quand on dit qu'on va faire un travail dans les Living Labs, chaque Living Lab aura sa propre prospective, c'est-à-dire que chaque Living Lab va définir son enjeu. Est-ce que pour lui, ça sera l'innovation pour la filière aval, par exemple, une question qui vient de dire, il y en a qui vont dire, est-ce que demain, on ne peut pas utiliser un matériau de feuillu pour faire beaucoup plus de choses que ce qu'on en fait aujourd'hui, etc. Ça pourrait être une question, donc ça veut dire travailler sur les usages, les matériaux, la construction, l'architecture, etc. Ça pourrait être un sujet de prospective, mais un Living Lab qui va peut-être travailler beaucoup plus sur les attentes sociales de la forêt, comment on fait avec une société, des collectifs qui veulent s'approprier leur forêt communale, qui veulent s'approprier leur forêt, etc. Et donc, un des sujets, ça peut être ça. Un autre sujet, ça peut être dire comment la forêt fait du microclimat, voilà, et quel type de forêt il faut avoir pour avoir peut-être moins de sécheresse, etc. Je dis un peu n'importe quoi, hein, vous avez vu, je ne suis pas non plus hyper expert dans la forêt, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura un ensemble de prospectives, parce qu'il n'y a pas une prospective sur la forêt, il y a des questions sur la forêt qui peuvent demander des approches prospectives. Le tout, c'est que nous, on puisse appuyer, accompagner ces prospectives, éventuellement les outiller de méthodes, de questions et d'experts, etc., voire en accompagner certaines. Je pense que même ce qui serait génial, c'est qu'on puisse être expérimentaux, c'est-à-dire que dans certaines formes de prospective, on pourrait inventer des démarches qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire qu'on est dans un projet de recherche, donc on a aussi droit à cette innovation de procédure, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même démarche de prospective, on peut être aussi... Parce que là, il y a des questions qui vont, il y a un public différent qui peut arriver, etc. Donc voilà, donc effectivement, je pense que les horizons temporels, il y en aura peut-être plusieurs, ça dépendra du sujet auquel on se confronte. Voilà, mais ce qui est important, c'est pour ça qu'on a montré qu'il y avait au moins 4 façons de faire de la prospective dans le projet. Pardon, j'étais un peu longue. Ouais, pour compléter, en fait, il y a une demande des politiques publiques, il y a des échelles un peu incontournables sur lesquelles on va devoir travailler, les prospectives à l'échelle nationale, etc., jusqu'où on rentre les DROMCOM.
on ne peut pas ne pas les rentrer, j'imagine, avec le poids de la forêt guyanaise. Mais bon, voilà. Donc, c'est ce que dit Charlotte, il y a des échelles de demande des politiques publiques, il y a des échelles de travail entre chercheurs qui alimentent aussi ça, et puis il y a ces échelles territoriales. On s'est posé la question de se dire, OK, on ne peut pas… Alors, ça dépendra. Si on avait encore plus de moyens, on pourrait peut-être faire encore plus. Mais c'est vrai qu'il est probable que, là où tu as raison, c'est qu'il y aura quand même probablement, Anitra, probablement certains Living Labs qui vont être peut-être plus accompagnés que d'autres. Une des questions qu'on s'était posées, c'est est-ce que, et tout ça, ça se réfléchira aussi tout à fait au début, hein, c'est est-ce que via aussi des éléments de formation, on peut faire un processus qui fait qu'il y a un apprentissage collectif de cet outillage à une autre échelle qu'on pourrait aussi diffuser dans les Living Labs. Là, il faut qu'on travaille avec l'équipe Living Lab là-dessus. C'est pareil, on n'a pas toutes les réponses maintenant. Il est évident que ça paraît très difficile de ne pas avoir au moins un cas Dromcom. Moi, je ne vois pas comment on ne peut pas avoir un cas Guyane. Enfin, j'ai du mal avec en plus beaucoup de nos modélisateurs dans Forest qui travaillent sur ces territoires, vu l'enjeu. Bon, voilà. Donc, mais tout ça, on ne l'a pas arbitré, c'est en cours de discussion, on est en cours de montage, on n'a pas encore finalisé, etc. Mais il est certain qu'il y a ce travail à faire et qu'il y a un processus aussi d'apprentissage où la prospective, elle doit aider les chercheurs, elle doit faire de l'appui aux politiques publiques, mais elle doit aussi aider les terrains, les Living Labs dans leur process. Hein. C'est une méthode, les Living Labs aussi, et je pense que la prospective peut aider à ça. Après, pour nous, en fait, le processus de prospective, il accompagne tout le PEPR. C'est-à-dire, il commence dès janvier 2024 pour faire tous ses points, etc. Et il continue par phasage sur un travail où la prospective existe jusqu'au bout. Voilà. Donc, voilà, c'est un travail lourd, mais on lui donne… c'est pas quelque chose qui arrive en sortie et c'est pas quelque chose qui arrive en cadrage en entrée. C'est un travail qui permet vraiment de faire avancer le collectif et le travail avec les parties prenantes, qui est aussi la responsabilité du PC4. Et en particulier l'ONF, bien sûr. Ouais, et peut-être pour dire un dernier mot sur les angles morts hein, que mentionnait Ange. Là, je pense que l'avenir de la filière forêt-bois, elle fait complètement partie des chemins de transformation qu'on peut imaginer pour la société. Donc voilà, tout ce qui peut être lié aux questions sociales internes à la filière, les ETF, etc. Je pense que ça fait complètement partie des angles à aborder dans la prospective aussi. J'ai vu aussi, il y avait dans l'ordre de demande de parole, il y avait Corinne Beck qui a levé la main depuis un moment et puis Pignot-Sist ensuite. Ouais. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose puisque vous avez mentionné les sciences humaines et que Maya Leroy a évoqué aussi la part des historiens. Dans la question justement de la prospective, de savoir si on fait une prospective à 2030, à 2050, à 2070, peu importe. Les historiens ont l'habitude, en fait, de travailler sur ce qu'on appelle la combinaison et l'emboîtement des échelles de temps et d'espace. C'est-à-dire en fonction des espaces, en fonction des objets que l'on travaille sur ces espaces. Généralement, ce sont des espaces régionaux pour pouvoir, en fait, pouvoir bien saisir le tout, parce qu'on se rend compte aussi que c'est l'échelle qui est la plus appropriée, quitte après à faire des synthèses hein, avec d'autres études menées ailleurs, c'est d'emboîter ces échelles spatiales avec les échelles de temps, c'est-à-dire qu'on peut travailler à 100 ans, à 200 ans, à 50 ans, etc. Et c'est un peu notre façon de faire, et si jamais ça peut aider aussi, ça peut vous aider aussi à prendre une décision en fait qui n'en est pas une. Il n'est peut-être pas nécessaire de prendre une décision et de dire on va travailler à 2030 ou à 2050. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun de travailler en fonction des objets et des objectifs et en fonction aussi de l'espace, de se dire pour tel point on va travailler à 2030, pour tel autre on travaillera à 2050, etc. Bon, c'est juste une réflexion d'une science humaine qui connaît la forêt, mais qui n'est pas du tout comme vous, qui appartient pas du tout au même monde scientifique. Voilà. Ouais, merci beaucoup de ce retour. Hein. Tout à fait,
c'est vraiment en situation hein, que aussi le travail montre, aussi bien sur le volet écologique que sur le volet social et politique, comment en fait les points durs sont à traiter et du coup les moments en fait principaux sont pas au même moment. Donc merci beaucoup pour votre tour. Ouais. Mais on compte beaucoup sur les historiens dès le début du travail sur la prospective. Hein. C'est tout à fait essentiel que ces connaissances en SHS qui travaillent sur les échelles de temps et d'espace contribuent très très tôt à cet exercice qui est fondamental pour ce projet ciblé. Si je peux ajouter juste une petite chose, on s'est aperçu, les dernières grandes études qui ont été menées aussi bien en France que en Angleterre, hein, il y a des réactions au niveau de la forêt, hein, des massifs forestiers, il y a des réactions forestières qui peuvent intervenir 200, 300 ans après l'impact. Et ça, on a un certain nombre d'informations, notamment pour ce qui est du passage de ce qu'on a appelé l'optimum climatique au petit âge glaciaire. Et puis maintenant, c'est très clair, mais évidemment, on est dans un autre contexte technique. Hein, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter, c'est que les réactions forestières, si je puis dire, hein, donc biologiques, peuvent être très retardées, comme elles peuvent être aussi très rapides. Donc c'est ce jeu-là, simplement, que je me permets de vous indiquer. Nous, on a la preuve que ça existe. Donc, on peut pas, comment dire, décider que en 2020 ou en 2030, enfin 2030 maintenant, 2050, ça sera comme ci, comme ça, et pas autrement. Ça réagit autrement, quoi, voilà. Merci beaucoup. Je pense en effet que vos travaux vont nous apporter à la fois des données, des résultats, mais aussi une méthode pour accompagner le temps. Voilà, je pense qu'il y a aussi de la méthodologie au-delà de la donnée, de la connaissance, avec une approche historique. Pignon. Oui, je suis presque oublié ce que je vais poser comme question. Oui. Est-ce que vous avez une idée, en fonction du budget qui n'a pas encore été vraiment défini, du nombre de perspectives qu'on pourra faire? Et ma deuxième question, c'est si vous avez ce nombre, même une fourchette, est-ce que vous avez déjà discuté de la méthode pour décider qu'on irait plus vers la perspective A, B, C ou D? Parce qu'il va falloir forcément faire des choix. Et un dernier commentaire sur 2030-2050. Moi, je voudrais quand même rappeler que, comme on l'a dit au début, une perspective, c'est pas prédire, hein, c'est anticiper. Et donc, les modèles qu'on a, on peut très bien se dire que les modèles, faire changer la courbe et faire accélérer les processus juste pour faire cet exercice de se dire, bon, si le phénomène du changement climatique et les phénomènes d'incendie ou de sécheresse s'accélèrent, comment politiquement on réagit à ce genre d'événement. Donc voilà, je voulais simplement anticiper, c'est pas prédire, donc on peut se permettre justement de faire des modèles qui ne sont pas forcément qui ne se révéleront pas vrais dans le futur, mais simplement pour justement anticiper les réactions à ces phénomènes de la société et des décideurs. Donc, je ne sais pas, peut-être que Nicolas peut compléter aussi. Pour l'instant, on n'a pas établi le nombre exact de prospectives. Il y en aura plusieurs. On n'a pas établi le nombre. Donc, ça, il faut qu'on retravaille là-dessus. Ça va aussi dépendre un peu des offres qui sont proposées, mais on n'a pas établi le nombre. On s'est dit, bon, globalement, il y a quand même le travail interne avec les chercheurs, interne au process du PEPR. On a le cas de 2 à 3 Living Lab, voilà. On a, est-ce qu'on a associé à ça la formation et comment? Et puis après, il y a les échelles auxquelles on veut travailler sur des perspectives plus ouvertes. Donc ça en fait, voilà. Donc on est
à un minimum, je pense, de 5 ou 6 gros exercices de prospective. On ne sera pas sur un seul cas, quoi. Je ne vois pas comment on pourrait. Après, le processus de diffusion, de formation, de processus interne. Donc voilà, donc les méthodes, alors il n'y a pas là, il va y avoir des propositions sur plusieurs formats de méthodes, mais les méthodes, c'est pareil, c'est dans cette construction-là qui vient des mois là, d'ici la finalisation où on va commencer à avancer, puis il y aura aussi un travail de discussion interne du PC4 dans le collectif, mais voilà, c'est quand même, ça fait partie quand même d'un poids lourd du travail. C'est pas une fin de comète en sortie de modèle à la fin du truc. C'est quand même une dynamique lourde. Ça va demander quand même beaucoup de travail et beaucoup d'appui aussi en interne. Donc, on pense que c'était l'idée de départ qu'on s'était fixé depuis le début du PEPR, mais je pense que en travaillant effectivement dessus, voilà. On voit qu'il y a quand même un enjeu fort qui va beaucoup aider, y compris les autres PC et au sein du PC, y compris avec les Living Labs, avec les analyses de synthèse et avec la formation. Donc, on pense que ça peut être un travail un peu, une vertèbre aussi dans le travail général de mise en discussion que le hub permet, quoi. Donc, on pense que c'est un poids lourd, en fait, de ce qu'on a à faire dans le hub. Et c'est un peu la demande qui arrive d'un peu partout. C'est aussi face à la très forte demande qu'on s'est dit, OK, on va quand même travailler très sérieusement ces grands axes et ces grands enjeux que la prospective doit apporter au programme. Mais en termes de décision, parce qu'on peut… Bien sûr. On a plein d'idées, et bien sûr. Il n'y a que 5 ou 6 et qu'il y a 15 idées de perspective. Vous avez réfléchi à, est-ce que ça se fait à l'échelle du Work Package perspective, ou est-ce que ça se fait plus à l'échelle du Hub ou carrément à l'échelle du PEPR? Vous n'avez pas, on n'est pas encore allé sur ce niveau de discussion, Plinio. Ça va venir, mais on entend bien ton point de remarque. Et moi, ouais. On n'est pas encore allé à ce point. Il faut qu'on regarde. Tu sais, ça va aussi beaucoup dépendre. On avait le PC1 où il y avait toutes les sciences sociales qui n'y sont plus. Pour faire un beau travail de prospect, ça a lâché au dernier moment. Pour faire de la prospective sérieuse, il faut beaucoup de SHS. Bon, on en a qui reviennent sur le PC4 parce que les Living Labs sont avec nous et toutes les analyses théoriques, méthodos et tout, et le travail interdisciplinaire des labos en SHS, on va pouvoir aussi l'accompagner. Donc, on n'est pas totalement fragilisé, mais bon, voilà. Donc, dans tout ce processus en marchant, on recombine. Je pense qu'on va y arriver. Je suis optimiste et puis je pense que c'est vraiment fondamental qu'on arrive à vraiment sortir un programme de recherche avec des résultats particulièrement puissants et innovants. Voilà, ça demande de la méthode, du boulot. Mais voilà, c'est cette épaisseur-là que je pense qu'il faut avoir si on veut répondre à nos ambitions. Il y avait une main levée de… C'est moi, en fait. Non, c'est juste une remarque. C'est vrai que j'ai été très sensible là dans les discussions justement à l'aspect différentes manières de faire de la prospective, parce qu'on voit bien qu'effectivement entre les différentes échelles spatiales, temporelles, il y a différents angles en fait à prendre, et ça me semble tout à fait intéressant. Et du coup, je pense que le volet formation, alors j'ai pas du tout suivi les échanges de l'autre package là, mais on a un levier là aussi pour faire de la prospective en fait, je pense, et pour pouvoir tester peut-être différentes formes de prospective participative. Un des enjeux de la prospective, il me semble aussi, c'est de faire de l'accompagnement au changement, c'est-à-dire à travers la prospective, de donner des outils et des espaces pour que les différents acteurs puissent discuter, se projeter, réfléchir en fait aux différents futurs possibles et aux leviers d'action à leur disposition. Et cette forme-là même, en fait, c'est une forme de prospective aussi qui est tout à fait intéressante, au même titre qu'une autre prospective qui serait la prospective, plutôt celle dont on a parlé en fait au début, sur une prospective experte qui est une grosse machine qui prend du temps, on l'a vu, à être mise en œuvre. Donc là aussi, peut-être dans la temporalité du projet,
l'aspect formation, il peut peut-être déployer des prospectives un peu plus légères qui peuvent se combiner en fait avec un autre type de prospective un peu plus sur le long terme. Bon, voilà la remarque que je voulais faire, mais en tout cas, j'ai trouvé les échanges très intéressants. Ok. Guy, on t'entend pas. Guy, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Oui, juste deux mots, notamment à la suite de l'intervention de Nicolas. Dans la prospective, le comité d'experts, c'est des experts académiques et non académiques. Hein. Donc vraiment, la société est associée. C'est quand même très, très important. Il faut vraiment la concevoir comme ça. C'est essentiel. Et ensuite, par rapport au prospective light ou pas light, je me méfie beaucoup de cette notion parce que, si vous voulez, cette analyse, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, historique des tendances, des signaux faibles, si vous voulez, c'est un travail très, très important. D'accord ? Il faut savoir qui le fait et qui le fait bien et comment ce sera publié. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des prospectives light. En revanche, ce que nous, on a fait, on n'est pas du tout une référence, hein, mais ce que nous, on a fait dans l'analyse de l'agriculture européenne sans pesticides, ce sont des cas régionaux, c'est-à-dire au cours de la prospective, d'accord ? Une fois que l'on avait identifié les scénarios, ils n'étaient pas complètement aboutis, mais on en avait déjà une idée assez précise. Là, on a fait des études régionales en Finlande, en Roumanie, en Italie et en France, d'accord ? Dans des régions de ces 4 pays européens, avec des systèmes de culture très différents, des grandes cultures au maraîchage, à la vigne, etc. Et donc là, de nouveau, si vous voulez, on s'est appuyé sur des sortes de living lab, on pourrait appeler ça comme ça, et avec eux, on a construit des trajectoires de transition vers l'objectif normatif que l'on avait identifié. Et alors, vous voyez, ce n'est pas une prospective light. Il y a une prospective qui donne un cadre et ensuite, voilà, chaque situation s'en empare et imagine la trajectoire. Enfin, c'est une autre approche que les prospectives light, Nicolas, que l'on a proposé dans l'agriculture européenne sans pesticides. Je voulais juste cette expérience-là. Pardon, le terme light était probablement pas approprié. En fait, c'est que si effectivement on est sur du régional, sur 2 ou 3 living labs et qu'il y a une frustration, il est possible à travers d'autres process d'avoir aussi un effet de levier via des processus de formation, etc., pour aussi impliquer plus largement les autres. Hein. Donc l'idée, c'est pas qu'il y aurait que du light. Hein. L'idée, c'est qu'on peut aussi faire que la prospective, elle soit un effet de levier dans les processus au-delà des prospectives les plus lourdes qu'on met en place. Mais à chaque fois, il y a du dur sur la donnée, sur les modèles et sur la production scientifique. Oui, en je sais pas si... avec les parties prenantes. Hein. C'est moi, peut-être j'ai dit light, c'est ça en fait, mais c'est pas. Ouais, l'idée, c'est plutôt qu'il y a un travail sur les représentations aussi des acteurs. Avec la prospective, ça permet justement ce travail sur les représentations. Et c'est surtout ça que je voulais dire en fait. Je voulais revenir sur les dimensions régionales. Voilà, il y a différentes façons d'aborder cette dimension régionale, il me semble. Et sur la dimension, enfin pour continuer sur cette question de dimension spatiale pour le coup, parce que bon, on voit que pour le rôle que la forêt aura joué dans la transformation de nos sociétés, très certainement, il y aura, enfin c'est sûr, il y aura pas une voie unique, il y aura différentes voies qui devront être déclinées localement. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a que dans la prospective, il y a forcément cette déclinaison régionale qui devra être faite. Et ensuite, aussi le fait que ce qui va se passer à un endroit dépendra et sera connecté à ce qui va se passer ailleurs sur les forêts. Et ça, y compris au niveau international. Enfin, on le voit déjà, enfin, on l'anticipe un petit peu déjà avec ce qui se passe actuellement au niveau européen, avec le règlement sur la déforestation importée, etc. Finalement, ce qui va être induit par ces nouvelles politiques dans d'autres pays va forcément avoir un effet ricochet sur ce qui va se passer sur les forêts françaises.
Donc, même si on… Donc, il y a ce double effet, finalement, de décliner au niveau régional une diversité d'évolution, mais aussi de ne pas perdre le lien avec ce qui va se passer dans d'autres pays, d'autres régions du monde. Oui, tout à fait. Charlotte? Oui, bien sûr. On parle, je pense que on va avoir au niveau du PPR un certain nombre de boîtes à outils, de données qu'on pourra mobiliser avec, voilà, qu'on pourra mobiliser une boîte à outils ou des microfiches, des variables, enfin, je ne sais pas, mais il y aura cette connaissance qui sera plus ou moins, une architecture plus ou moins sophistiquée. Mais je pense qu'effectivement, la prospective experte avec des sous-variables, des petites variables, etc., bon, pour la pratiquer aussi, on ne peut pas s'adresser finalement à tout le monde non plus. Ça demande un effort intellectuel qui est peut-être pas grand-chose pour nous, mais qui n'est pas forcément accessible par tout le monde. Donc, et notamment, on ne peut pas mobiliser des acteurs de terrain sur des temps suffisamment longs. Moi, je sais, quand j'ai commencé la prospective, je pouvais enfermer tout le monde pendant 3 jours sur une île. On pouvait bosser comme des malades. Ça n'existe plus. Moi, je n'y arrive plus. Donc, on est obligé de travailler, si on va faire la prospective participative, sur des temps beaucoup plus courts, du coup, avec une matière ingurgitée au départ qui est peut-être très hard au niveau données, solidité, rigueur, mais qui doit être très digeste et assimilable très vite. Donc, forcément, il va falloir moduler et on ne fera pas la même prospective avec les chercheurs que dans des villes ou si on descend à l'échelle même communale ou d'une forêt ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est sûr que ça va s'outiller. Ça n'empêche pas que c'est hard, mais c'est pour ça qu'il y aura d'autres formes si on souhaite descendre à ce niveau-là. En tout cas, si on souhaite rentrer dans la dimension des attachements sociaux, des gens, etc., il faudra faire venir un certain nombre de gens, des vrais gens, pas forcément, enfin, ça serait quand même intéressant. Et donc là, on va rentrer dans des dimensions sensibles, etc., qui vont être qu'on ne pourra pas outiller de la même façon qu'une prospective experte. Donc, c'est comme ça que moi, j'entendais la réflexion de Nicolas, et je pense qu'elle se justifie, et notamment si on veut travailler avec des élèves, c'est pareil, il faudra vite que le travail soit un peu ludique et qu'ils aient l'impression de produire assez vite. Donc, il va falloir qu'on arrive avec des matériaux qui sont déjà un peu digérés, qui sont un peu synthétisés, mais dans lesquels ils puissent aussi avoir très rapidement une capacité de jeu, de créativité, etc. Donc, c'est en ce sens-là que j'entendais, moi, ce que disait… Parce que la prospective, elle va pas, on l'a dit depuis le début, elle va pas prédire ce qui arrive. On peut avoir des scénarios très rigoureux qui font 100 pages. C'est qu'une partie intéressante de la prospective. L'autre partie qui est intéressante de la prospective, c'est le forum, c'est la discussion, c'est la mise en débat, c'est la déconstruction des scénarios, c'est la reconstruction d'autres scénarios. Donc, c'est là où il va falloir avoir des modules beaucoup plus habiles et ludiques, etc. Voilà, mais bon, pour rebondir sur ce que disait Plinio, on pourrait très bien faire que la dimension prospective formation bascule sur le volet formation voilà, ce n'est pas un problème. C'est juste pour insister sur ce que dit Charlotte, c'est que le rapport du travail récit et données dures, selon les collectifs dans lesquels on travaille, effectivement, ils ne s'outillent pas tout à fait pareil en prospective, quoi. Ouais, je ne partage pas cette notion de prospective experte, personnellement. On constitue un comité d'experts, et je le redis, avec une diversité des origines, des niveaux, etc. Et donc, oui, ce sont des experts, mais c'est ce dont on a besoin vraiment pour identifier les différentes hypothèses des variables. On a besoin de cette diversité. Et voilà, je ne sais pas si c'est une prospective experte. Je ne vois pas ce que c'est une prospective non experte, en gros. Voilà, mais pour avoir travaillé sur des prospectives où tu fais venir le boulanger, où tu fais venir le fleuriste, le promeneur, leur demander de travailler dans des cases, des variables, etc., c'est hyper compliqué parce que on n'est pas forcément avec des intellectuels tout le temps. C'est ça que je veux dire. D'accord, mais je ne savais pas que vous vouliez aller à ce niveau-là. Effectivement, c'est une dimension particulière.
Si on veut descendre dans l'usager de la forêt, où on peut aller jusqu'à ce niveau-là, il ne faut pas se l'interdire. Même si on va prendre un scieur, si on va prendre, je ne sais pas, si on veut descendre à ce niveau-là, on peut avoir des informations très intéressantes en descendant à ce niveau-là. Voilà. La prospective, je dis experte, c'est quand on est en capacité de réunir quelqu'un pendant 6 heures dans une salle, à lui faire remplir des cases avec des variables, la rétrospective, etc. C'est compliqué quand même. C'est ça que je voulais dire. Si on veut se permettre des formes très ouvertes, sortir d'une prospective voilà, conventionnelle, il va falloir qu'on déploie d'autres formes de travail, de travaux. Et c'est là qu'on va avoir de la donnée empirique qui peut être justement, qui peut nous aider à sortir du cadre et anticiper des nouvelles choses. Enfin, ça n'engage que moi, hein. Et pour la pratiquer aussi comme ça. Voir sur votre cible, quoi, parce que il y a 3 échelles. Public au niveau national ou régional, et puis la forêt du village. Bon, là, je crois que vous avez besoin, effectivement, de mieux préciser vos cibles. Enfin, je comprends que vous voulez viser toutes les cibles. C'est un autre aspect. Il faudrait au moins 3 cibles. On ne veut pas s'interdire de les viser. Peut-être qu'elles n'auront pas de sens. Ça dépend des sujets qui émergent. Peut-être qu'il n'y a pas de sens. Et si on se dit le volet social de la forêt, il a été, pour l'instant, c'est un angle mort des prospectives qui ont été menées jusque-là. On ne peut pas faire venir que le type qui pose l'éco-compteur, le type qui fait l'accueil du public, etc. Il faut qu'on descende, c'est intéressant de descendre à des échelons beaucoup plus fins. Donc, ce qu'Audrey vous a montré, c'était pas les sciences sociales sont présentes, les questions de gouvernance étaient abordées, etc. Donc, il y a des prospectives où les dimensions sciences sociales ont été intégrées. Il faut quand même faire attention. Bon, je pense que de toute façon, ces éléments sont dans la construction. L'idée, c'est qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs échelles de travail sur la prospective et qu'effectivement, elles sont toutes au sens des forums hybrides, des experts, sont toutes des prospectives expertes. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, en fonction des publics, ça se travaille effectivement sous différents formats. Voilà, donc l'idée en tout cas, c'est d'avoir plusieurs échelles de cette prospective et c'est l'enjeu aussi de pouvoir le faire en interne aussi avec les chercheurs du PEPR. Ok, bon, je crois qu'on approche de la fin. Ah, Guy nous a... Oui. On approche de la fin de la réunion, de toute façon, on s'était dit jusqu'à 11h. Bon, on est toujours de toute façon dans la phase de développement du projet. Je crois que comme Plinio l'a rappelé tout à l'heure, il va falloir qu'on travaille encore pour préciser un peu le format qu'on veut donner à nos prospectives, quelle méthode on veut utiliser, quelles échelles, etc. Donc ça, on a encore un petit peu de temps pour le faire, mais ça de moins en moins. Donc, comme je le rappelais au début, hein, l'idée c'est de poursuivre cette phase de discussion et de développement pendant l'été. Et puis, à partir de septembre, il faudra qu'on commence à rédiger vraiment le document de projet. Donc voilà, je pense qu'on va poursuivre peut-être les travaux alors sur les différents work packages du hub, hein, pas simplement la prospective, mais les autres work packages aussi, peut-être dans des groupes un peu plus restreints. Donc n'hésitez pas encore à manifester votre intérêt à rejoindre ces groupes, hein, pour continuer le développement des différents work packages du hub. Et s'il n'y a pas de dernières questions rentrées, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, hein, et pour ces propositions et ce débat tout à fait intéressant. Et donc, de toute façon, on revient vers vous. On dépose régulièrement aussi sur le cloud, etc., les évolutions du process, etc. Donc, merci beaucoup pour ce collectif, ce travail collectif. À très bientôt. Merci à tous. Très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.